Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver sur la caverne du ciné. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel entretien, un concept que vous aimez tout particulièrement et qui vous tient à cœur sur la chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric alias Passion du comédien. Salut Salut, Cédric. salut Steve. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup. Bah, Ça me fait super plaisir. ravi de te retrouver sur ma chaîne. Alors Cédric, C'est tu nous vrai. viens tout droit de Belgique, c'est ça? Exactement, je viens tout droit de Belgique, pas loin de Bruxelles, à une quarantaine de kilomètres. Dans un petit coin campagnard, je suis à 8 kilomètres du début de la ville, mais je suis toujours à la campagne. Donc pour moi, c'est le parfait compromis. Ah bah Donc super. voilà. Et tu as le beau temps ou pas en Belgique? Ah, magnifique, magnifique. Magnifique. Ah oui, en plus, moi, j'adore le soleil. Donc, moi, je passe mon temps à profiter, à kiffer. Oui, j'adore, j'adore. Ah, moi Il fait aussi, je suis super beau. content. Je suis content qu'on soit bientôt l'été là. Ouais, moi Bon, bah, aussi. du coup, est-ce que tu es prêt à répondre à toutes mes questions sans langue de bois? Sans langue de bois, sans tabou. Et comme je t'ai dit lors de la préparation, moi, je réponds à tout. D'accord, super. Alors, tout d'abord, tu peux te présenter un peu? Oui. Quelques mots Alors, sur toi? ma chaîne, c'est La Passion du comédien présente, mais je me prénomme Cédric. Je suis comédien depuis maintenant, ça chiffre, hein, depuis 1998. Donc, depuis 90, l'âge 98, exactement, 90. depuis l'âge de 15 ans, hein, je vous laisse faire le calcul. Ouais. Et j'ai été très, très actif pendant 15 grosses années où je n'ai fait que ça de ma vie. Et je suis tombé malade en 2016. Hein, donc, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Hein, c'est une maladie très à la mode. Hein. En 2016, on commençait à en parler, mais c'était pas encore ça. Et donc, j'ai revu un peu mes ambitions, non pas à la baisse, mais différemment. Et je me suis dit qu'il était temps d'arrêter d'envisager ce métier comme un métier et vraiment de voir l'art, parce que je commençais à perdre la notion d'art dans mon travail et il n'y avait plus trop de plaisir. En plus, j'ai monté un atelier théâtre sur le côté. Hein, La Passion du comédien, à la base, c'est le nom de mon atelier théâtre. Et j'avais créé une chaîne YouTube pour en fait faire un lien entre mes cours et mes élèves. Et enfin, je voulais offrir à mes élèves une visibilité. À la base, c'était le premier objectif de ma chaîne. Les 2 premières années ont cartonné et la troisième, ben, j'ai eu ce qu'on appelle un petit melon. Et j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et c'est une année qui a été un peu moins faste pour moi, la troisième année scolaire. Et donc, j'ai commencé à dépenser plus que je ne gagnais. Voilà, tu connais le souci. Hein, j'ai vécu au-dessus de mes moyens et j'ai eu des gros problèmes financiers. Et je me suis arrêté. Donc, j'ai pris un boulot alimentaire, complémentaire, j'allais dire, mais c'est tout aussi juste. Et je me suis dit que je reviendrais mieux. Et effectivement, je reviens mieux. C'est-à-dire que je n'ai plus la réussite à outrance, mais par contre, l'amour de l'art s'est bonifié. Donc maintenant, j'arrive au point où je peux dire que ce métier, je le vois aussi surtout comme un art. Et j'ai 40 ans. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, tu vivais que de ça? Ah oui, pendant 15 ans, je n'ai fait que ça. Ça a été, D'accord. d'ailleurs, le plus gros de mon travail, ça n'a pas été de jouer. Hein. Ça a été de négocier les contrats, de trouver des contrats. Ça a été de devoir faire des concessions. Hein. Je devais aller loin, voyager beaucoup. Alors, ça peut paraître idyllique comme ça, mais sauf que je voyageais beaucoup, je voyais jamais le pays. Hein. C'était pour travailler beaucoup, pour au final pas grand-chose. Hein. Pour au final me dire que soit c'était pour des rôles qui ne me convenaient pas, mais qui allaient pouvoir me propulser un peu plus loin, machin. Donc, c'était en même temps un moment très riche de ma vie, mais en même temps un moment de ma vie où j'étais pas vraiment moi-même. Je voulais réussir, ça c'était mon objectif. On entend beaucoup ça de la part des artistes, hein, la Ouais. réussite. Et moi, j'ai vraiment, j'ai consacré toute ma vie à ça. C'est-à-dire que mon réseau social était complètement dédié à ça. Mes amitiés,
mes choix de vie, mes choix amoureux même, enfin tout était lié à mon métier de comédien et je me suis complètement noyé là-dedans et finalement c'était un mode de vie pas très sain. Donc en fait ça paraît idyllique comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. En tout cas, je l'ai pas vécu comme tel. Sinon je n'aurais pas fait un burn-out, hein. Après, je pense qu'on n'a pas le choix dans ce domaine-là, non? De Ah tout y ben consacrer pour réussir. alors oui, tu as deux choix. Soit tu bosses tout le temps, tu acceptes tout, ou soit tu réfléchis, soit tu gagnes moins, mais tu prends des contrats qui durent plus longtemps, soit tu prends des contrats, ce qu'on appelle des contrats journaliers, minimum des contrats journaliers, des contrats à la semaine. Donc moi, j'avais fait le choix de vivre plus simplement, mais d'avoir des contrats longue durée. D'accord. Donc, je signais à chaque fois des contrats de 2 mois, 3 mois et j'ai construit ma carrière, je l'ai construite comme ça. Donc, en fait, j'ai eu de très, très belles expériences. J'ai fait de très, très belles rencontres quand même. Donc, ça, je vais pas cracher dans la soupe. Ah, Et tu vas nous en parler un peu plus tard. Parce que j'ai une oui, question un peu qui va aller dans ce sens. très bien. Dis-moi, la deuxième question, en fait, c'est quel est ton premier souvenir avec le monde du cinéma à toi? Donc, comme spectateur, comme Un cinéphile. spectateur, bien sûr, oui. Alors, ben, moi, ça a été Tac Tac Boum Boum, hein, ça a été Jean-Paul Belmondo. En fait, je viens d'un milieu très difficile, hein. C'est-à-dire que moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et mon père s'est barré, voilà, simplement. Mais avant ça, il y a eu énormément d'années de déchirement entre mes parents et ma mère pour me préserver. Me mettait devant la télé parce qu'elle savait que l'écran me mettait dans une bulle et pour me protéger de ça, des disputes et pour ne pas trop ressentir le stress, ce qui était un bon calcul, mais je sentais quand même qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais donc moi j'ai découvert le cinéma par protection, c'est-à-dire que une fois que je rentrais dans un univers cinématographique, parce que je n'ai jamais aimé l'animation, donc moi j'ai aimé le cinéma tout de suite et moi j'ai découvert le personnage de Jean-Paul Belmondo à travers le film L'Homme de Rio. Et il y avait un magnétisme chez lui et surtout une positive attitude, moi, qui me faisait beaucoup de bien dans la conjoncture de l'époque. Je voulais absolument, limite, que cet homme soit mon papa, quoi. Il y avait un lien très, très, très protecteur, finalement, que j'ai eu avec lui. J'ai eu la chance de le rencontrer des années plus tard. Il y avait toujours cette Belmondo pour moi, ça équivaut à de la chaleur. Ce côté, t'inquiète petit, tu vas grandir et les choses iront bien. Et, Donc, L'Homme de Rio, tu l'as découvert à l'âge de 6 ans. ouais, c'est ça, oui. Et tu as tout de suite apprécié ce film à 6 ans. Ah oui, oui, mais l'homme de Rio, tout est dans la couleur, tout est dans le Ouais, montage très. C'est un James Bond français, quoi. bien sûr, ouais. Tout est D'ailleurs, dans d'ailleurs, l'aventure. d'ailleurs, beaucoup de réalisateurs se sont inspirés de L'Homme de Rio après, hein. Ah ben Steven Spielberg. Par exemple, voilà. Ah oui. Et l'homme de Rio, pour moi, aujourd'hui, quand je le revois, je me dis, bon, allez, Belmondo cabotine, c'est très enfantin, c'est très naïf comme film. Mais moi, ça m'a ouvert une porte. Et ensuite, j'ai découvert les actionneurs, hein. Moi c'est avec le cinéma d'action après que j'ai continué jusqu'à l'âge de 12 ans, hein. J'avais déjà bouffé, hein, tous les films que je pouvais pas regarder, hein. Rambo, à l'âge de 9 ans, je le connaissais déjà par cœur. Steven Seagal, je connaissais bien. Van Damme, énormément. Forcément, en tant que Cocorico. Belge. À Ok. Cocorico, Van Damme. Du coup, justement, j'allais te poser la question, c'est quoi tes influences cinéphiliques? Alors, moi, j'ai commencé à regarder le cinéma comme quelque chose de plus sérieux à l'âge de 14 ans. En 97, en fait, je découvre un acteur qui va me subjuguer. C'est Brad Pitt. Donc en fait, je le découvre avec Seven, mais peu de temps après, enfin dans la foulée, je découvre un film qu'il avait fait avant, moins connu, mais qui s'appelle California. Donc où il joue le rôle d'un serial killer, un peu malgré lui, hein, quelqu'un d'instinctif, d'impulsif, et avec David Duchovny et Juliette Lewis. Et d'ailleurs un film que je conseille, hein, California avec un K de Dominique Sena. Un film assez méconnu quand même, hein.
très pour méconnu. pour la plupart des gens. Oui, très méconnu et c'est très injuste parce que Brad Pitt dedans joue super bien. Enfin, il joue bien tout le temps, mais je veux dire, là, Ouais. il propose il propose un ton qu'il n'avait jamais proposé jusque-là. Ça, je le saurai plus tard, bien sûr, parce que moi, c'était finalement le deuxième film que j'avais découvert de lui. Puis j'ai découvert 2 ans plus tard Rencontre avec Joe Black, tout ça. Et en fait, avec Brad Pitt, je découvre des réalisateurs. Donc, je découvre le travail de David Fincher Donc, avec Fight Club. dès l'âge de 14 ans, finalement? Oui, oui, oui. En fait, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à regarder le cinéma du point de vue du réal, grâce à Brad Pitt. Et Ouais. donc, Brad Pitt m'a fait découvrir David Fincher. Et puis, et encore avec les années, même plus tard dans la vingtaine, moi, il m'a fait découvrir Andrew Dominic avec son film préféré à lui. Hein, s'il devait ne retenir qu'un film de toute sa filmo, c'est l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, qui est un de mes westerns préférés. Et ben, je découvre Steven Soderbergh. Je découvre. Donc, en fait, il a été un passeur malgré lui. Il a été un passeur pour moi. Et à l'âge de 23 ans, je découvre un deuxième passeur. Et celui-là, il a changé vraiment ma vie. Hein, c'est Clint Eastwood. Je le découvre parce que j'adore la boxe et moi je connaissais l'imagerie de Clint Eastwood parce que ma mère adorait les western spaghetti et surtout le diptyque Doudou Redingue et ça va cogner. Hein. Et donc moi ça me parlait pas trop, c'était le cinéma de maman. C'était pour moi du cinéma de vieux à l'époque, Clint Eastwood, quand ma mère les regardait à la maison. Et donc moi je l'ai découvert plus tard avec Million Dollar Baby. Et là j'ai fait waouh. Et j'ai un ami aussi un passeur, il tenait un vidéoclub et il m'a dit écoute, c'est pour toi, Un Million vidéo. Dollar Baby. Ouais. Et On ouais. est vieux, on est vieux, les gars. Et Désolé, mais ouais, et pourtant de 2002, hein, mais c'était, ouais, il a fait faillite l'année suivante, mon pote, malheureusement. j'imagine. Hein. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu considères Million Dollar Baby comme un putain de film, mais je vais te conseiller tout ce qu'il a fait auparavant. Et il m'a dressé une liste et il m'a dit, je les ai tous en vidéo, regarde-les, je te les passe. Je les ai Et tous. du coup, est-ce que tu préfères Clint Eastwood en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur aujourd'hui? Ah, mais là, la Les question ne se deux. pose même pas. Je suis pas fan de Clint Eastwood acteur. Vraiment pas. Donc, moi, je l'adore comme réel. Vraiment. C'est-à-dire que Clint Eastwood, pour moi, c'est typique des acteurs des années 60 et même 70. C'est-à-dire que ce sont. Non, pas 70. Des années 60. C'est-à-dire que c'est comme McQueen, quoi. Il ne compose jamais des personnages à la De Niro ou Pacino, mais sa personne fait que c'est déjà un personnage assez intéressant et il va amener un peu de lui, beaucoup de lui même dans tous ses personnages. Et finalement, on regarde un Eastwood. Et c'était pareil pour McQueen. C'était pareil. Au début, ça a été pareil pour Newman, même s'il a évolué par après. Et donc, moi, j'aime pas trop ça, moi, chez les acteurs. Pourtant, j'adore McQueen, mais c'est pareil, c'est l'imagerie que j'aime. Mais en tant que réalisateur, c'est complètement autre chose, quoi. Il ne travaille pas de la même manière en tant que réel qu'en tant qu'acteur. Et moi, j'adore sa profondeur comme réel. J'adore parce qu'il va toujours nous emmener là où on s'y attend pas. On se pose des questions, mais il va, au lieu de répondre bêtement à nos questions, il va nous amener vers un autre questionnement qui va nous permettre de répondre nous-mêmes à nos propres questions. C'est un peu bizarre, ça fait un peu Van Damien comme ça de te l'expliquer comme ça, mais après tout, je suis belge. Mais j'ai eu cette expérience avec Mystic River, par exemple, où il m'a complètement envoyé balader, mais complètement, et j'ai adoré ça. Gran Torino aussi, même si la fin est plus classique. Et ben moi, je n'ai jamais ressenti ça pour un autre réalisateur que Clint Eastwood, et c'est aujourd'hui mon réal préféré, mais c'est aussi un passeur parce qu'il m'a fait découvrir tout John Ford. J'aime énormément John Ford, j'aime énormément Howard Hawks, et ça c'est Clint Eastwood qui en a parlé en interview. J'ai eu envie de voir, parce que ce sont des personnes qui l'ont influencé. Sergio Leone, j'ai eu envie de découvrir tout Leone après. Donc c'est quelqu'un qui, en parlant de ces gens-là en interview, m'a donné envie. Et donc, par exemple, j'ai eu envie de découvrir Kurosawa. Pourtant, c'est grâce à Léon, mais j'ai eu envie de découvrir tout le travail d'Akira Kurosawa et c'est un de mes réals préférés aujourd'hui. Donc, vraiment, mes grosses influences en tant qu'acteur, c'est Brad Pitt pour l'intégrité de ses choix, pour les raisons pour lesquelles
ils choisissent ce type de rôle, ce type de carrière. Et Clint Eastwood, en termes de réal, c'est ma grosse influence. Là, il a 93 ans, là. Et j'espère qu'il va nous faire encore une dizaine d'années comme Kirk Douglas, quoi. Bon. En tout cas, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à ouvrir ta chaîne YouTube, La Passion du comédien? Ben écoute, tu m'en as parlé en off et je t'avais dit je vais te donner la même réponse. En fait, donc je ne crois pas que je te copie, hein. Mais c'est exactement la même réponse que toi. C'est-à-dire que moi, je pourrais parler cinéma du matin au soir. C'est Ouais. vraiment, je n'arrête pas. Et moi, dans mon entourage, je connais pas de cinéphile, en tout cas pas aussi fou que moi. Et il y a toujours un moment où je sens dans le regard de mon interlocuteur qu'il est temps que je m'arrête. Et moi, j'ai jamais envie de m'arrêter. Je connais ça Et aussi, ouais. voilà. Et donc, en fait, j'ai créé ma chaîne pour pouvoir en parler. Après, moi, c'est l'inverse maintenant. Moi, je rencontre un tas de personnes qui s'y connaissent encore mieux que moi, et, enfin, qui ont une autre vision, en tout cas, du cinéma. Et moi, ça m'aide beaucoup, mais Voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire, c'est une autre vision. Parce c'est une que autre vision. je ne sais pas si on peut dire vraiment, parce que quelqu'un, par exemple, a plus d'abonnés que nous, Ah qui ouais, s'y non. connaît mieux ou pas. Ça ne veut rien dire, en fait, hein. Je veux dire, chacun sa cinéphilie, tu vois, donc chacun sa passion, son univers. Et on est Mais tous, je oui, pense, un peu spécialisés dans quelque chose, quoi. mais là, tu vois, je suis à 810 abonnés et c'est encore, j'ai une très très belle commu pour 810 abonnés, c'est bien. Mais voilà, tu sais comment ça fonctionne par rapport aux autres, c'est pas grand-chose. Et j'ai très peur que si maintenant ma chaîne atteint 40-50K, de n'avoir plus rien à dire à ce niveau-là. J'ai un peu peur de ça parce que j'ai pas envie de tourner en rond, de raconter toujours la même chose. J'ai déjà parfois l'impression de balancer les mêmes anecdotes parfois d'un live à l'autre. Et si j'ai déjà ça maintenant, mon Dieu, qu'est-ce que ça sera le jour où j'aurai 40K à mon actif? Mais bon, voilà, ça c'est des questions existentielles. Mais effectivement, maintenant c'est moi qui me retrouve dans la position d'écouter plus que de parler. Mais c'est bien, ça me permet d'évoluer. Donc moi, j'ai créé ma chaîne, c'était pour ça, c'était pour faire l'égoïste et parler cinéma du matin au soir. Même si je ne suis pas connecté du matin au soir. Mais... Moi, dis-moi, parle-nous un peu de ton parcours d'artiste, tu sais, en général, que ce soit dans le théâtre ou autre, parce que je ne connais pas trop ton parcours. Et donc, si tu peux un Ouais. peu nous raconter tout ce que tu as fait. Alors moi, à l'époque, donc moi j'avais 8 ans quand j'ai su que je voulais devenir comédien. J'en ai parlé à ma mère très vite, parce que ma mère est quelqu'un de très ouvert d'esprit et je sais qu'elle allait pas me prendre pour un foufou et tout ça, qu'elle allait me prendre au sérieux. Et ma mère m'a dit, écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est un métier vraiment où il faut énormément travailler pour pas grand-chose, parfois. Et donc, Ah, elle m'avait dit, alors si tu veux faire du théâtre, alors il faut que tu fasses une école, une académie, tout ça. Donc, elle m'a inscrit d'abord à 8 ans à un stage. Mais tu sais, en tout cas chez nous en Belgique, je sais pas comment c'est en France, mais chez nous, en dessous de 12 ans, les stages, c'est en gros, c'est jouer, quoi. Mais jouer sur scène, mais jouer comme mon fils jouerait dans le salon, quoi. Tu vois, c'est jouer. Tu n'apprends pas vraiment à composer un personnage et tout ça. Tu apprends à véhiculer des émotions, très bien. Mais moi, ça me parlait pas tant que ça. Donc, en fait, de 8 ans à 12 ans, je n'ai eu qu'un stage. Et ça a fait grandir mon envie. Et à l'âge de 12 ans, ma mère m'a inscrit en académie. Là, j'ai fait mes 6 ans d'académie, diction, machin. Et ça m'a plu, mais c'était très académique, pour le coup. Et je sentais que j'avais envie de plus. Et donc, j'avais commencé le conservatoire. Et en parallèle, en fait, il y a une méthode qui est arrivée en Belgique qui s'appelle la méthode Stanislavski. Donc, en fait, c'est la méthode qui a inspiré l'Actor Studio aux États-Unis, mais c'était jamais parvenu jusqu'en Belgique. Et là, je rencontre deux coachs, Ludovic et Jérôme, hein, qui montent leur atelier théâtre qui s'appelle l'Acteur au quotidien, qui s'appelait l'Acteur au quotidien. Et donc j'ai découvert une méthode là qui m'a transcendé, qui m'a donné encore plus la dalle que ce que j'avais, qui m'a permis aussi de me resituer en tant que personne, hein, c'est-à-dire que j'avais une envie, j'étais persuadé que j'allais réussir, j'étais même limite prétentieux là-dedans.
Je voulais réussir. J'arrivais déjà en étant le meilleur du monde. Et ils m'ont permis de recentrer un peu mon ego et de travailler vraiment. C'est une méthode qui m'a fait du mal la première année, qui m'a fait du bien les années suivantes. Et je le en serai encore aujourd'hui à jamais reconnaissant. Parce qu'avec ça, j'ai eu envie d'aller plus loin. J'ai découvert d'autres méthodes de jeu. Et en fait, ça a été ma grosse envie. Je voulais découvrir le plus de méthodes possibles. J'ai découvert la méthode Kathakali, qui est une méthode de jeu indienne, où tu joues avec les instruments énormément. J'ai la méthode Meisner, qui est le rapport à l'autre. Donc, je prenais un peu de toutes les méthodes que j'apprenais. Et j'ai développé ma propre méthode et j'ai monté mon atelier comme ça, simplement. Et en tant qu'acteur, je travaille. Mais du coup, je te coupe. Est-ce que du coup, tu as toujours été dans le théâtre, c'est ça? Théâtre et cinéma. C'est-à-dire que j'apprenais les bases du théâtre, je jouais sur scène et en plus, je gagnais mes contrats au cinéma, donc je cumulais. J'ai toujours été ce qu'on appelle aux États-Unis un workaholic, donc c'est-à-dire que je bossais comme un dingue et moi, je dormais peu et j'allais bosser. Parfois, j'avais des tournages, parfois de nuit, et puis j'allais répéter au théâtre en journée, je jouais au soir. Et voilà, tu m'étonnes que j'ai fait un burn-out. Hein. Voilà, j'ai fait ça pendant Du coup, tu as joué dans beaucoup de pièces de théâtre et dans plusieurs films. J'ai fait pièces de théâtre, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des moyens-métrages, des pubs, des clips. Hein. D'ailleurs, mon tout premier clip, j'ai rencontré une personne qui m'a fait aussi beaucoup de bien à l'époque, voilà, quand j'en parle, on en rigole. C'est pour ça que je la cite pas souvent, mais là, je pars en confiance, donc je vais la citer. C'est Ophélie Winter, j'ai travaillé. Oui, ça a été mon premier contrat professionnel. Ça a été Ophélie. Et mais je faisais pas grand chose. Hein. Je faisais 4 scènes dans un clip, mais par contre, je suis resté en contact avec elle après. Et ça a été une très très belle personne. C'est-à-dire qu'elle garde contact avec les gens avec qui elle bosse, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment. En plus, elle était très très belle, faut le dire. Oui, très belle. Oui, très belle, mais surtout, en fait, sa façon de voir le boulot se rapprochait du mien. C'est-à-dire que aujourd'hui, on rigole d'elle, mais en fait, à l'époque, elle était comédienne, elle était chanteuse, elle était mannequin, elle était animatrice télé, elle était productrice. Elle cumulait toutes les casquettes. Alors, les mauvaises langues disaient que si elle est sur tous les fronts, c'est parce qu'elle était incapable d'en faire un bien, d'en mener un bien. Et on dit pareil aux États-Unis de Jennifer Lopez, qui est aussi, qui cumule les casquettes aussi. Sauf qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent. En France, ça n'est pas du tout. Donc je sais que. En France, on est toujours placé dans des cases. Hein, Voilà, donc elle en a pris plein la gueule, elle a énormément souffert. On ne se voit plus, hein, voilà, parce que la vie nous a mis des distances. Mais jamais de la vie, je ne parlerai d'elle en mal. C'est quelqu'un qui m'a énormément appris sur la gestion du stress, parce que j'étais très stressé. Et donc, elle m'a beaucoup appris sur la gestion du stress. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui m'a énormément appris. Ensuite, j'ai été 4 ans, j'ai travaillé avec un comédien belge, hein, j'ai été sa doublure lumière aussi. Et en fait, ça peut paraître idiot comme sa doublure lumière, c'est un porte-manteau, quoi, c'est de la figure, mais en fait, non. En fait, j'ai été la doublure lumière d'un comédien qui cumulait plusieurs films à la fois, en fait, qui était aussi, pareil, hein, comme quoi je m'attachais à ces gens-là. Il était sur plusieurs tournages aussi. Donc, quand il n'était pas sur un tournage, moi, j'y allais. Je faisais les plans d'insert, tu sais, les plans dos, les plans nuque, les plans d'attitude même. Tout sauf le visage, tout sauf les plans cadrés sur le visage. Et ça a été mon boulot pendant 4 ans. Et grâce à ça, j'ai pu avoir le petit papier qui dit que tu es un artiste professionnel et que je suis un artiste reconnu par l'État. Et donc là, j'ai pu commencer. Est-ce que c'est comme en France, du coup, tu deviens intermittent du spectacle? C'est ça. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai couru pour avoir ce statut. Hein. Moi, j'ai tout fait pour. Hein. Je voulais absolument être considéré comme un artiste sérieux parce que pour moi, c'était ça, être sérieux. En fait, c'est un statut de chômeur. C'est-à-dire que si tu bosses pas, tu reçois des indemnités de chômage. Mais voilà, finalement, c'est ça. Même si on n'appelle pas ça du chômage, mais tu reçois finalement un pécule qui compense le fait que tu ne travailles pas. Sauf que moi, ça n'arrivait pas souvent parce que je faisais des calculs savants pour toujours bosser. Et donc, j'en ai jamais vraiment profité. Donc, en fait, c'est complètement absurde. Mais
C'est pas grave. Dans ma tête, j'étais artiste sérieux. C'était pour moi hyper important. Donc voilà, j'ai cumulé. Ouais, ça, besoin de reconnaissance aussi, hein. Ah, mais là, tu mets le doigt sur Refait ce quelque métier, c'est chose normal, hein. d'hyper important. Ça, être reconnu dans ce que je faisais. C'était le besoin d'être reconnu dans ce que je faisais. C'était hyper important pour moi. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à battre. Et mon burn-out m'a permis d'apprécier ça, en fait. Je ne parle pas de ma période de burn-out comme d'une période négative. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me couper des gens, de leur dire pendant 1 an, excuse-moi, allez vous faire cuire un œuf. Moi, je ne réponds plus à personne. J'ai été là pour vous pendant 15 ans pour au final un résultat qui ne me satisfait pas. Donc, j'étais sans le savoir dans le besoin de recevoir en retour. Mais ça, c'est le serpent qui se mord la queue parce que tu ne reçois jamais ce que tu veux au final. Parce que ce que tu veux grandit de jour en jour. Donc, en fait, les gens ne peuvent jamais être à la hauteur des besoins que l'on se fait. Je dis on, mais je pourrais parler en jeu. Les gens n'ont jamais été à la hauteur de mes besoins parce que mes besoins grandissaient constamment. Et donc, comme je ne suis jamais à la hauteur de ce qu'on attend de moi, je le sais. J'ai appris à vivre avec. Mais ça m'a fait du bien. Tu sais, moi, mon burn-out, il s'est traduit par une fatigue sociale. C'est-à-dire que je commençais une conversation, j'interrompais la personne, je fais écoute, je rentre chez moi, je suis crevé, ne le prends pas mal, je vais dormir. Et j'étais malade psychologiquement, j'allais dormir, j'étais crevé. Simplement, de tenir une conversation comme je tiens aujourd'hui avec toi, je n'aurais jamais su. J'aurais jamais su tenir un live de 5 heures, c'était impossible. Et Donc voilà. est-ce que c'est venu du fait que tu travaillais trop? Oui. Que tu C'est sommeillais, venu. en fait, par rapport, tu vois, à toutes C'est un, tes mél- activités c'est un mélange entre le psychologique et le physique. physiques. C'est vraiment. En fait, je sais que mon burn-out a commencé quand j'ai commencé. Je suis venu, donc je courais comme un malade pour prendre mon avion pour tourner 3 jours en Espagne. J'arrive et je regarde le set se mettre en place. Je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Vraiment, qu'est-ce que je fous là? Je connais mon texte, tout va bien, mais je ne suis pas bien. Là, j'ai des potes qui sont en train de faire la fête en Belgique. Je rate un moment hyper chaud. En plus, moi, en plus en parallèle, j'avais ma filleule qui naissait. J'ai pas pu assister à ça. J'ai pas pu profiter de moments comme ça. J'ai fait, mais en fait, quel sens ça a, quoi? Quel sens ça a? Et donc, je me suis forcé à terminer ce tournage. Je suis rentré chez moi. J'avais un autre tournage en Angleterre 1 semaine après. J'ai annulé. Mais du coup, tu as beaucoup voyagé, en fait, pour tourner. J'ai beaucoup voyagé dans un court laps de temps. Et donc, j'ai dit à mon agent, je fais, écoute, j'annule tout. Mais il dit, mais t'es fou, mais t'es en train de te griller. Tu n'es encore nulle part. C'est ça le truc. Tu n'es pas encore à un point où tu peux te permettre de faire ça, Cédric. Alors, je ne te dis, c'est pas méchant. C'est vraiment pour te dire que si tu t'arrêtes maintenant, tu ne reprendras plus jamais. Donc, il avait peur pour moi parce que, en plus, mon agent est encore aujourd'hui, c'est un pote. Et il s'inquiétait pour moi. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je ferai autre chose, tant pis. Et hasta la vista, j'ai coupé mon portable. En fait, du coup, tu n'avais plus envie, c'était un ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol, j'avais plus envie. Mais j'avais plus envie, en fait, bizarrement. Est-ce que tu n'avais plus envie de t'accrocher, en fait, ou est-ce que c'est le problème, en fait, le souci, c'est de voyager, finalement, de plus être à ta place? Non, c'est ça, c'est que je me sentais plus à ma place parce qu'il y avait en plus une nouvelle garde qui arrivait. Je commençais déjà à être le vieux. Ouais. Alors que j'avais 33 ans, mais je commençais déjà à être le vieux. Il y avait des jeunes de 18 ans qui arrivaient hyper chauds ou des jeunes de 23 ans qui sortaient du conservatoire. Moi, j'avais arrêté le conservatoire pour me lancer dans une méthode alternative. Donc, il y avait un complexe aussi par rapport à ça. Et je me suis dit, en fait, c'est un milieu, je me suis rendu compte du milieu, on t'oublie vite. Donc, c'est très superficiel finalement. C'est hyper superficiel. Et au final, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas à ma place ici. C'est trop superficiel pour moi. Moi, je m'en fous d'avoir la plus belle bagnole. Je m'en fous de briller. Voilà, moi, j'ai un selfie, une photo que je regarde souvent,
qui me rappelle cette période. Hein. L'acteur que j'ai doublé pendant 4 ans, je peux le dire, c'est Jérémy Régnier. Hein. Et Jérémy, on a une belle photo où on pose ensemble. C'était notre dernier tournage. On a voulu faire une photo ensemble. Et je la regarde souvent et je me dis, mais c'est marrant, c'est pas moi. Et je la poste parfois sur Twitter, hein, de temps en temps, comme ça, je la mets. Et je me dis, mais en fait, c'est plus moi, quoi. C'est plus moi. Aujourd'hui, je bosse avec un acteur, connu ou pas, j'ai plus cette envie de faire une photo, pour marquer le coup, par exemple. J'ai plus ça. Mais par contre, ce qui m'a mis dedans, c'est aussi ce qui m'a sorti. C'est-à-dire que j'ai commencé seul dans mon appart à me mater 6-7 films par jour. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Hein. Et à me mater tout comme si j'avais besoin de rattraper ce que j'avais pas eu toutes ces années où j'ai bossé, où j'avais pas le temps. C'est comme si j'avais besoin de rattraper en matière de cinéma tout ce que je n'avais pas eu, alors que je vivais des trucs en parallèle. Et puis, en fait, oui, je me suis ouvert à d'autres cinémas, à d'autres ci et d'autres ça. Et en fait, c'est ce qui m'a fait du bien. Et au bout d'1 an, je me suis senti beaucoup mieux. J'ai pris un job en parallèle parce que je savais que j'allais devoir recommencer de zéro. Et aujourd'hui, ce qui me permet de revenir sur le marché petit à petit, c'est en fait, c'est ma vieillesse, hein, 40 ans. Hein, ça, je commence à avoir mes premières rides, je commence à avoir mes poils blancs dans ma barbe. Hein. Ici, ça se voit pas parce que je me suis rasé, pas de près, mais je me suis rasé, donc ça ne se voit pas. Et j'ai contacté mon agent qui m'a dit, écoute, avec ton physique de maintenant, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Donc là, je vais refaire une séance bientôt. Donc actuellement, tu fais un peu des castings? Alors, plus vraiment des castings, vraiment des auditions. Et donc, oui, je reviens petit à petit. Il y a toujours un petit moment où je me dis, et puis j'y vais. Et quel regard tu portes finalement sur toutes ces années entre parenthèses? Parce que finalement, je ne veux pas dire le mot, c'est pas une galère, mais finalement, il faut quand même, pour se faire connaître et tout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sacrifices à faire dans ce métier-là. Oui, et puis la galère n'est pas forcément là où on croit. C'est-à-dire qu'on pense que l'artiste, on pense que l'artiste qui galère, c'est forcément l'artiste qui n'arrive pas à décrocher des rôles et qui manque d'argent, tout ça. C'est ça aussi. Mais moi, je me suis senti en galère aussi, en détresse en fait. C'est-à-dire que tu peux bosser tout le temps, mais pour des projets qui ne te parlent pas. Et pour moi, c'est tout autant la galère. Parce que des fois, il faut travailler, donc on n'est pas forcément en adéquation avec tout ce qu'on fait, en fait. Oui, et puis moi, c'est pour ça que je prends Brad Pitt comme modèle, parce que lui, en fait, donc il a trouvé le fameux process. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs reprennent ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, il part du principe, il a monté sa boîte de prod, début des années 2000, plan B. Et en fait, son idéologie à lui, son credo, c'est « One for them, one for me ». Donc, un film pour les studios, World War Z, Monsieur et Madame Smith, Ocean's 11. Et puis, One for Me, c'est les films qui lui correspondent, les films qu'il a envie de mettre en avant, mais qui ne sont pas forcément commerciaux. L'assassinat de Jesse James, Benjamin Button, qui est mon film préféré ever. Benjamin Button, même Vue sur mer, qui est un flop que personne n'aime sauf moi. Vue sur mer, qui est le film qui montre le déclin de son couple avec Angelina Jolie. Tous des films comme ça. Et en fait, moi, j'aime bien ce principe-là. Je veux bien faire plaisir, mais en échange, moi, je fais un film qui me fait plaisir. Clint Eastwood fait un peu ça aussi. Il va te faire des chefs-d'œuvre à la impitoyable Gran Torino, mais il va aussi te faire des films de commande, Au-delà, avec Matt Damon, en est un. J. Edgar, avec Leonardo DiCaprio. Ce sont les moins bons films. Ce sont les films de studio. Alors, bizarrement, ça, c'est une grande anomalie pour moi, mais Sur la route de Madison est un film de commande. C'est Spielberg qui devait à la base réaliser ce film. Et alors que pour moi, c'est un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Donc ça, c'est l'anomalie pour moi. Mais sinon, j'aime bien ce principe de je veux bien faire un film pour les autres, mais en échange, je fais un film pour moi et je tends vers ça. Donc pour moi, les films pour les autres, c'est éventuellement faire de la pub. Faire de la pub, ce n'est sans langue de bois, je peux le dire, c'est financier. Bien sûr. Tu vas jamais faire un spot de pub, sauf si tu bosses pour Chanel parce qu'ils ont une vision artistique. Mais sinon, tu vas jamais faire un spot de pub pour l'amour de l'art. C'est principalement pour l'argent.
Mais dis-moi, en fait, pendant toutes ces années, est-ce que tu as rencontré finalement des gens célèbres qui, qui t'ont appris quelque chose, tu vois? Qui Alors, vraiment t'ont conseillé, qui t'ont tendu la main, que tu jugeais finalement, parce qu'en fait, les gens célèbres, c'est souvent, en fait, on les voit de l'extérieur, donc on n'a pas de recul sur eux. Mais est-ce que toi, tu as fait de belles rencontres durant toute ta carrière? alors moi, c'est surtout des rencontres que j'ai fait en les observant. Donc, je n'ai jamais été proche de ces gens-là. C'est-à-dire que ils m'ont jamais donné de conseils individuels. Mais par contre, ils m'ont laissé la chance de pouvoir les observer, de parler avec eux quand même. Mmh. Et c'est moi qui en tire des leçons. J'ai énormément appris en observant, par exemple, sur le tournage de Potiche avec Gérard Depardieu. J'ai pu l'observer. Et j'ai énormément appris avec. Mais c'était sur 10 jours de tournage. J'ai appris. Ah oui, donc, Oui, eu la j'ai chance quand appris même le. t'as eu la chance quand même de tourner dans des grands films avec des grands comédiens, quoi. Bon, oui, mais en tant que doublure lumière, donc je peux pas me dire que j'ai tourné avec Gérard. C'est-à-dire que Oui, bien sûr. j'ai bossé Non, mais sur un projet tu l'as avec vu sur lui un plateau de tournage, c'est déjà bien, quoi. pendant Mmh. 10 jours. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai aussi j'ai bossé pendant 5 jours sur Lucas avec Jean-Claude Van Damme. Donc où là c'était je travaillais avec Julien Leclerc, mais forcément Jean-Claude c'est une mine d'enseignement, rien qu'à le regarder, et c'est pas moqueur, hein. C'est vraiment c'est quelqu'un que déjà j'ai appris. Là j'ai appris qu'il faut pas s'arrêter à l'image publique avec lui, parce Bien qu'il sûr, est oui. méga profond, hyper profond. Euh, et, euh, et on n'a pas idée à quel point, hein. Le mec, il s'y connaît sur plein de sujets, notamment la médecine. Il m'a surpris. Il est très connaisseur sur la médecine. Et alors, oui, voilà. Donc, lui, par exemple, parce que avant de commencer le tournage avec lui, on m'avait dit, voilà, tu vas pas t'emmerder, mais c'est pas piquer des verres de bosser avec lui. Et ben, en fait, il a été super friendly. Donc, j'ai beaucoup de chance aussi. Ben, Jérémy, pendant 4 ans, hein, aussi, j'ai eu la chance sur Clo-Clo de voir Benoît Magimel travailler. Et en le voyant travailler, parce que je ne connaissais pas beaucoup son travail avant, en le voyant travailler, j'ai eu envie de regarder tous ses films. Et aujourd'hui, c'est un de mes acteurs français préférés. J'étais ravi de son Oscar, de son César. J'étais hyper ravi Mmh. parce que je sais de source sûre, pour l'avoir vu de mes yeux vus, que c'est excuse-moi le terme, un putain de bosseur acharné. Et il mérite sa renaissance là, parce que là, il est en train de renaître et il le mérite. Ouais, je pense qu'on n'a jamais rien sans rien, hein. Non, non, on n'a rien sans rien et la réussite fulgurante n'est rien. Moi, je crois aux artistes qui renaissent. Mmh. Par exemple, moi, il y a 2 acteurs américains, moi, sur qui je fonde beaucoup d'espoir. C'est Johnny Depp et Nicolas Cage. Là, ils sont dans un stade où ils reviennent. Mmh. Alors, de manière moins flamboyante qu'avant, parce que Mmh. Renfield, j'ai pas du tout aimé, et Jeanne Dubarry non Non plus, plus. moi non plus. Ah, Jeanne Mais, Dubarry, ça va, mais Renfield, pas du tout. mais l'idée de me dire que Johnny Depp revient dans un film français avec Pierre Richard, je trouvais déjà l'idée super géniale. Donc Ah, même si franchement, moi, le mariage entre François Pignon et Jacques Sparrow, c'était magnifique. c'est génial, génial. Et ça montre que le cinéma s'ouvre à ça. Maintenant, ça serait bien que le cinéma s'ouvre aux petits comédiens qui veulent travailler. Mais ça peut paraître un peu utopiste ou utopique. Enfin bref, Utopique. Mmh. oui, merci. Ça peut paraître utopique de ma part, mais je pense qu'avec les plateformes, même si ça tue le cinéma, voilà, ce genre de discours que je ne veux pas tenir. On va en parler après. J'ai une question sur ça aussi. Donc. Mais oui, voilà, moi, voilà, bah alors, voilà, je vais pas dire ce que j'en pense maintenant, mais moi, je fonde beaucoup d'espoir sur le cinéma aujourd'hui. Alors, il y a des grosses MERDE qui arrivent, hein, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Et moi, je suis Dis-moi, ravi de voir ça. À dis-moi, 40 Cédric, ans. à 40 ans. Dis-moi, toi, qu'est-ce qui fait la particularité de ta chaîne? Comment tu la définirais? Et est-ce que tu as des objectifs et des projets pour le futur? Moi, j'utilise toujours mon année 2016 comme étant une année de base, hein, donc mon année avec mon fameux burn-out, c'est l'année 2016. Mmh. Et en fait,
ce qui m'a fait du bien aussi dans cette période, c'est le développement personnel. J'ai découvert le principe du développement personnel, moi, qui est devenu une passion. Donc moi j'adore les. J'ai commencé à m'intéresser, par exemple, ça m'a fait du bien. J'ai commencé à lire. Et aujourd'hui, c'est une vraie fringale. Je lis 2 livres par mois et c'est toujours sur la même chose, sur des parcours de vie. Et moi, j'adore. Donc, moi, la particularité de ma chaîne, c'est ça, c'est que moi, je retrace les parcours d'un artiste ou d'un mouvement cinématographique à travers les films que l'artiste ou que le mouvement a produit. Donc là, je peaufine ma vidéo sur Arnold Schwarzenegger, comme maintenant il a une actu. Ben voilà, je Il vais. y en a deux. Il en a deux. Il a 2 actus, ouais, mais Ah, je vais surtout parler de son docu. Hein. bien On va pas sûr. se mentir. Il est mieux. Et ce docu que j'ai adoré, mais j'ai rien spécialement appris parce que sa biographie, son autobiographie Total Recall, c'est la bio que j'ai le plus lu. Parce que c'est la bio. Après, je vais te dire, oui, tu as raison, on n'a rien appris, nous. On Parce n'a qu'en rien fait, appris. parce que nous, en fait, on est cinéphile, on est cinéphage. On a Ouais. des bouquins, on lit, mais pour le grand public, je pense que les gens, ils ont appris des choses, tu vois. Oui, bien sûr. La jeune génération ou bien les gens qui ne lisent forcément pas des bouquins de cinéma comme nous ou qui ne s'intéressent pas vraiment aux réalisateurs, aux acteurs comme nous, je pense qu'ils ont appris des choses, tu vois. Exactement. Le Oui, grand bien public, sûr. Mais je pense que c'est la cible aussi. Voilà. c'est sûr. Et c'est très très bien en fait. Tout ne doit pas forcément parler aux cinéphiles. Mais par contre, j'ai quand même bien apprécié ce documentaire et ce principe du 3 séries, enfin de Ah, 3 épisodes ouais. d'1 heure, c'était vraiment bien. Et donc, ben moi, je retrace. Je vais retracer le parcours de Schwarzy pour prendre un exemple, mais pas de manière. Je ne parle pas de sa vie, c'est-à-dire que je parle de sa vie au moment où le film est sorti. Par exemple, je vais parler des films importants d'Arnold Schwarzenegger, les films importants dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. Parce que je pars du principe qu'un film qui n'a pas marché peut être néanmoins important pour l'artiste, sans spoiler. Mais je vais parler de Cactus Jack avec Kirk Douglas, hein, qui est pour moi un film qui n'a pas marché, que Arnold essaye d'enterrer le plus possible. Hein, et que moi, gamin, j'avais adoré. Pourquoi? Parce que en fait, c'est Bip Bip Coyote en live motion. Hein. Cactus Jack, c'est Bip Bip et Coyote. Hein. Et il est malgré tout important pour Schwarzy. Donc voilà, je vais parler de tous les films qui ont jalonné une carrière. Voilà. Et donc, c'est en cela que ma chaîne tire son épingle du jeu, c'est-à-dire que c'est pas le cinéma pour le cinéma. Je suis très mauvais dans la critique de films, par exemple. Donc moi, je ne vais jamais parler d'un film qui est sorti. En tout cas, sur ma chaîne à moi, je vais jamais le faire. Une critique à chaud, c'est pas du tout mon truc. Je n'y arrive pas. J'ai pas le talent. Et puis mes copains le font tellement mieux que moi que j'ai aucune raison de le faire. Mais par contre, les parcours, ça, je le fais très bien. Après, je pense que la critique à chaud, même si moi, pareil, ma chaîne, elle a que 8 mois, finalement, j'ai fait des critiques à chaud au départ. Mais je pense qu'en fait, faire des critiques à chaud, c'est un peu aussi pour attirer du monde, tu vois, pour se faire Tu as raison. connaître, pour Tu as enfin raison. faire la langue de bois. À un moment donné, une chaîne YouTube pour se faire connaître au départ, si tu ne traites pas un peu des sujets d'actualité et tu ne fais pas de critiques à chaud, c'est compliqué. Oui, très. Même si Mais, moi, la période du ciné, c'est plus pour parler d'anciens films, tu vois. mais c'est la raison pour laquelle, moi, mes abonnés, ils augmentent petit à petit. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de fulgurance, mais c'est pas grave. En fait, tout dépend des objectifs que tu donnes à ta chaîne. Moi, je privilégie pas du tout la quantité, c'est-à-dire que j'utilise ça comme baromètre. Si je fais une vidéo et je lis les commentaires, je m'aperçois que je ne vais pas là où il faut que j'aille. Ça ne veut pas dire forcément que je ne vais pas y aller, mais je vais en tout cas y réfléchir. Je vais peser le pour et le contre, par exemple. Et voilà, ça c'est l'objectif que je donne à ma chaîne. C'est-à-dire que moi, mon objectif à moi, en termes de communauté, c'est de satisfaire les gens qui sont là. Ce n'est pas de venir choper des gens pour le plaisir de les choper. Et si c'est pour qu'ils restent 2 mois et qu'ils s'en aillent, c'est pas intéressant pour tout le monde. Et j'aurais l'impression de les trahir. Donc moi, c'est vraiment fidéliser ceux qui sont là. Et donc, je me remets beaucoup en question très souvent.
C'est-à-dire que j'envisage des partenariats, on en parlera plus tard. Les gens que je fais venir sur ma chaîne, je veille à ce qu'ils aient un message aussi cohérent, et aussi qu'ils apportent quelque chose. Dire, si je suis toujours d'accord avec mes invités, ce qui n'arrive pas souvent heureusement, mais si je suis toujours d'accord avec mes invités, il y a peu de chances que je les reçoive chez moi. Par exemple, j'ai reçu Mister Cult. Pourquoi? Parce qu'il adore Will Smith et moi je faisais un live sur Will Smith en sachant que je ne suis pas un grand fan de Will Smith. Ça a été intéressant, ça. C'est pour ça que j'ai invité Mister Cult. Après, c'est devenu un pote et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais quand je reçois quelqu'un chez moi, je veille à ce qu'il apporte quelque chose à ma commu et à moi. Au-delà du fait que j'apprécie. Je savais en invitant John Ali, déjà John Ali, humainement, je l'adore. C'est un de mes youtubeurs préférés. Et ce n'est pas suffisant que pour le recevoir chez moi, par exemple. On a fait un live sur Sylvester Stallone. Je savais qu'on n'avait pas le même regard sur certains films. Du coup, lui a amené donc sa propre vision sur un sujet qu'on adore tous les deux. Ben voilà. Moi, c'est ça que j'attends. Mon meilleur pote dans le game, c'est Cinéphage, 0073 73. Kevin, c'est mon meilleur pote sur la chaîne. Sur YouTube, c'est mon meilleur pote, mais on n'est jamais d'accord sur rien. Donc, c'est lui que je reçois toujours, à part James Bond. Et encore, on n'est pas d'accord sur les mêmes James Bond. On est tous les deux bondophiles, donc du coup, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, attention, on ne va pas commencer à parler de James Bond, sinon on finit jamais. Mais moi, ce qui me plairait beaucoup un jour, c'est de faire un live orienté James Bond avec Cinéphage et toi. J'avoue que ça serait mon grand kiff. Et voilà, je veille toujours à ce qu'il y ait une cohérence avec ma chaîne. Voilà. Des exemples, je peux t'en donner encore 15, mais je pense que ces 3 exemples-là sont les plus parlants. Dis-moi, une question que je pose régulièrement à mes invités. Ne penses-tu pas qu'on juge d'abord un youtubeur sur sa personnalité avant de juger finalement le contenu de sa chaîne? Écoute, je me permets de réorienter ta question. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Pour moi, ça devrait être le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ce qui me saoule un petit peu avec YouTube, c'est que tout le monde parle de la même chose au moment T. Quand Fast and Furious 10 est sorti, je savais que j'allais avoir sur mon YouTube toutes des vidéos sur Fast and Furious 10. Quand Renfield est sorti, je savais qu'il allait avoir des vidéos sur Renfield tout le temps. Mais j'en ai écouté quelques-uns. Pourquoi? Parce que c'est la personnalité de la personne qui fait que moi, je tiens. Et je pense que c'est ce que les gens ont besoin. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, quand on écoute des youtubeurs, je dis on, encore une fois, je devrais peut-être dire je, mais je n'ai pas besoin d'un youtubeur qui me dit ce que je dois écouter, ce que je dois regarder, ce que je dois aimer. Si je dois aller au cinéma ou si je ne dois pas y aller, je n'ai pas besoin de ça. À partir du moment où j'entends un youtubeur qui me donne des leçons, je me casse. Par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la personnalité du gars. C'est qu'est-ce qu'il va mettre derrière sa critique, qu'est-ce qui va ressortir finalement de la critique. Pour ça, le youtubeur dans la forme de qui je me sens le plus proche, c'est Alex de la fuite en vidéo. Et c'est même lui, il fait partie de mes influences. Moi, il m'a donné envie de monter ma chaîne. Et pourquoi? Parce que lui, c'est le gars le plus balèque de toute la sphère YouTube. C'est le mec qui va te dire voilà, je ne fais pas de critique, je ne fais que donner des avis. Mon avis ne vaut rien et je le partage. C'est sa tagline. Et moi, c'est cette personnalité-là, moi, qui m'intéresse. Moi, j'adore qu'un mec qui a une connaissance de dingue va me dire j'y connais rien, mais c'est peut-être une manipulation de sa part, j'en sais rien, on n'en a jamais parlé. Mais si c'est le cas, c'est bien fait. Et Merej, c'est la même chose. Le mec, il en fait toujours des caisses. Et pour moi, c'est sa personnalité, ça. Die Hard est le plus grand film d'action du monde. Et dans 2 semaines, il va te citer un autre film d'action en disant que c'est le plus grand film d'action du monde. Et moi, j'ai entendu des gens dire « Oh, Merej, putain, il en fait des caisses. » Mais oui, j'adore ça chez Merej. Et quand j'écoute la critique… Après, il est prof de théâtre, tu vois. Donc il aussi. sait en jouer.
Merej, il a un certain Voilà. bagou que d'autres Mais n'ont pas. oui, Donc, mais il moi en faut. j'adore. Il est Et puis intelligent. j'adore quand quand avec avec sa grande GUEULE. Excuse-moi, c'est l'habitude d'être papa. Hein. J'épelle mes gros mots pour ne pas qu'ils les entendent. Ouais. Et c'est pareil, Merej, quand il arrive sur un live et qu'il a tort, mais qu'il est persuadé d'avoir raison, eh ben moi j'adore. J'adore ça. C'est la personnalité. Donc moi j'espère toujours que la personnalité du youtubeur va être mise en avant. D'accord. Et donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que ça devrait être le cas. Et Moi, si toi et moi, si nous ne je sommes pense pas que c'est le d'accord, cas tant quand mieux. même. Non, mais je pense que c'est le cas. Mais c'est le Je pense cas. que c'est le cas parce que les gens, ils jugent d'abord une personnalité avant. Finalement, parce qu'il y a le fond et la forme, tu vois. Et Exactement. Et puis, si je prends par exemple un exemple concret, Dirty Tommy, qui a bientôt ouais, 100 000 abonnés, bah moi je lui, l'adore. Hein. bah oui, mais je veux dire, lui, voilà, c'est pas la, tu vois, c'est pas la forme. Non, Bah, pas du justement. tout. Bah voilà, Et donc c'est je veux ça que dire, j'aime. il n'y a pas beaucoup de montage chez lui, tu vois. Il se met en face cam, il dit ce qu'il pense. Les gens, ils aiment en fait qu'il balance tout parce qu'il dit ce qu'il pense tout haut, quoi. Donc, Exactement, oui. Et c'est maintenant, basique, quoi. maintenant, si je peux me permettre, j'ai beaucoup de respect pour Dirty Tommy. Moi, c'est aussi un de mes youtubeurs préférés. Il fait pas bonne presse partout. Mais, enfin, il n'a pas bonne presse partout, mais c'est pas Après, grave. tu sais, j'ai envie de dire aussi, c'est ce que je dis souvent à plein de youtubeurs depuis environ, je crois, 2-3 mois. Pourquoi il ne fait pas bonne presse aussi? Parce qu'en fait, les youtubeurs qui réussissent, qui ont du succès, ça dérange aussi. Hein. Oui, Parce que bien comme sûr. par hasard, les gens qui ont 200 000, que ce soit In The Panda, enfin maintenant Victor Bonnefoy, Durandal, le Fossoyeur de film, Reggie le Gorilla, Dirty Tommy, pour ne citer que Clapman, les grands, eh ben, finalement, ils ont toujours, par rapport aux petits youtubeurs, ils ont toujours une mauvaise image. Oui, Tu vois, oui. on dit Après, toujours, ouais, ils se la racontent, ils se la pètent, eux, c'est des gros et tout, ils ont peut-être perdu la passion. Ben, en fait, c'est juste parce qu'on juge leur nombre d'abonnés. oui. Et moi, je trouve que Ils en Dirty vivent, Tommy quoi. n'a pas perdu la passion. Moi, je pense pas qu'au En- fond de lui, il l'a perdu, non. C'est non, juste que non. maintenant, c'est un métier, YouTube, c'est tout. Il le Ah, voit mais comme un pour lui, métier. c'est Donc, clairement le clairement, cas. il C'est en son vit. job. Il est Il en vit, voilà. indépendant. Ouais. Après, Ouais, c'est c'est ça. marrant parce que j'en parle comme si je le connaissais, mais en fait, je n'ai jamais été en contact jamais avec Dirty Tommy. Donc, je ne le connais pas. Donc, c'est vraiment mon avis. Si un jour je le rencontre quelque part sur un live ou quoi, je sens que j'aurai plein de choses à lui dire, quoi, parce que c'est quelqu'un que je trouve qu'il y a du fond dans ce qu'il dit. Alors, peu de gens sont d'accord avec moi, mais moi, je l'écoute encore aujourd'hui. Pourtant, je l'ai découvert à l'époque de mon burn-out. Hein. Moi, c'est le premier Mais YouTuber que j'ai découvert. ne faisons pas semblant. Je veux dire, il a bientôt 100 k. Mais Il y moi, en je a plein l'adore. qui l'écoutent. Non, mais il y en a plein qui l'écoutent. Faut pas faire semblant, tu vois. Le gars, il n'a pas C'est pour rien clair. 100 000 abonnés. Et voilà, donc bon, on va pas Oui, faire. et puis, Soyons pas hypocrites, quoi. c'est peut-être très personnel aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir tort quand je dis ça, mais je n'écoute jamais deux fois la même vidéo. Parce que moi, j'écoute les vidéos, je ne regarde pas. Donc, moi, j'écoute, en fait, grâce Donc, à. Cédric, du coup, je fais des montages pour rien, quoi. Si tu fais que Non, motiver, non, je rigole. non, en fait, quand ça nécessite un montage, il y a des vidéos qui nécessitent de les regarder. Hein. Mais Dirty Tommy, non. Non, bien Et sûr. Qui CH, par exemple, j'écoute leur live, mais j'ai besoin de regarder leurs vidéos, par contre. Oui, Dis-moi, est-ce que tu penses que l'argent et YouTube, c'est un sujet tabou? ça l'est, mais c'est dommage. Ça En l'est, ouais. fait, pour moi, l'argent ne doit jamais être un tabou. C'est-à-dire que l'argent, c'est comme le nombre d'abonnés sur YouTube pour moi. C'est-à-dire que c'est un baromètre. Là, je vais bientôt m'apprêter à lancer mon Tipeee. Tu me crois ou tu me crois pas, ça ne sera jamais pour m'enrichir personnellement. Alors, je sais que tous les youtubeurs disent ça. Mais moi, j'ai un taf sur le côté, alors qui ne me satisfait plus, hein, mais qui me satisfait sur le plan financier, c'est tout. Mais quand je vais faire mes 40 heures semaine, je pense à ma chaîne, quoi. C'est parce que j'envisage de payer aussi du personnel pour faire augmenter ma chaîne, tout ça. Voilà, tu sais, moi, j'arrive à un stade dans ma vie privée où ma maison, voilà, elle est à moi, enfin, elle est à mon épouse et moi. C'est un bien qu'on a acheté. On vit bien, on a un enfant, voilà, on n'a pas de dépenses outre mesure. Donc moi, vraiment, j'aimerais sur le plan personnel mettre des ronds
sur mon projet de chaîne. Inviter des gens, faire des masterclass sur ma chaîne, tout ça. Et mon Tipeee, ça serait ça. Ça serait pour payer aussi du matériel, pour une meilleure caméra, pour pas uniquement faire mes caméras sur ma webcam, quoi. J'aimerais bien avoir du bon matos. Payer du personnel pour faire du montage, parce que moi, le montage, c'est mon gros point faible. Voilà, c'est tous des trucs comme ça. Donc moi, si on voit que je monétise ma chaîne, moi, je le dis, hein, ce n'est pas du… Et si c'était l'inverse, je le dirais aussi. Moi, je suis très, très, très transparent par rapport à ça. C'est que l'argent est un baromètre. Donc, si on n'investit pas dans mon travail, c'est que mon travail ne mérite pas investissement. Pour moi, en gros. Donc, c'est une question de mérite. Tout comme travail mérite salaire, en fait. Justement, je vais rebondir sur ce que tu dis là, parce que tout travail mérite salaire. Justement, pourquoi en fait sur YouTube, c'est un si gros problème de dire je veux gagner de l'argent avec ou pas? Puisque finalement, on travaille. Je vais te donner un exemple concret et je vais parler de moi, que ça plaise ou non. Moi, quand je fais récemment, je viens de parler de Fantomas ou d'Indiana Jones, d'accord? Ouais. Et j'ai fait des vidéos de 15-16 minutes. Alors, Ouais, les gens, ils vont regarder ça, 15-16 minutes. Mais moi, derrière, c'est environ 20 heures de travail sur une vidéo comme ça. Ouais. Donc, à un moment donné, là, je dis le mot travail, même si je suis passionné, je ne vois pas en quoi ça choquerait de monétiser sa chaîne à partir de 1000 abonnés. Pourquoi c'est choquant? En quoi? En Si on rien. offre En rien pour on moi. offre un contenu gratuit aux gens, ça fait, il est où le problème? Je ne sais pas. Mais tu sais, Ray J les gorillas, ils parlent de thunes du matin au soir. Oui, oui. Ça m'a jamais choqué. Euh, euh, parce que pour moi, argent égale et là où ça poserait problème, c'est si maintenant tu encaisses l'argent, tu fermes ta chaîne et Oui, bien sûr. tu te casses aux Caraïbes. Donc Oui. là, c'est vrai que je me dirais, ah ben ouais, ben mon argent, en fait, je le mets dans sa kiffance perso. Bon, ça. Et encore, ça serait un droit. Moi, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Moi, je le dis, mais peut-être parce que c'est mon quotidien. Mais moi, mon travail aujourd'hui, qui n'est pas artistique, mon travail principal, qui me prend 40 heures semaine, c'est pour l'argent. Je le dis. Ma chaîne, c'est ma passion. Ben voilà, la plupart des gens qui se lèvent le matin, ils vont travailler pour l'argent. C'est pour l'argent, oui, bien sûr. Oui, ben voilà. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment un problème franco-français, ça, hein, le fait de… En Belgique, c'est pareil. Tabou. On parle pas du salaire. Alors, peut-être que c'est un problème européen, je ne sais pas. En tout cas, au Canada, au Japon, aux États-Unis, il n'y a pas de souci, ou en Australie, je ne sais pas. Non. Ils parlent ouvertement d'argent. Mais au contraire, les Américains voient aussi ça comme un baromètre, quoi. Schwarzy en parle dans son docu. Hein, c'est à tel âge, je devais avoir gagné 1 million. C'est pas le fait d'avoir le million, c'est l'objectif. Ouais, et donc moi, c'est ça. C'est quel objectif tu mets derrière cet argent. Donc moi, je peux entendre que des gens se disent, ben attends, pendant que moi je me casse le tronc à l'usine ou au bureau 40 heures semaine, lui il est derrière sa cam et machin. Oui, sauf que non mais ça, je le conçois. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai envie de dire des fois à ces gens-là, tu sais quoi? Ben, fais la même chose alors. Exactement, change de boulot. Ouais, c'est vrai. Si tu n'as pas un objectif clair, moi, tu pourrais me dire pareil, sauf que moi, j'ai un objectif clair. Voilà. Et quand j'ai des moments down où je me dis, oh, encore 5 heures à tirer, oh là là, mon Dieu, eh ben, je pense à ça, à mon objectif. Voilà. Et donc, si on n'a pas d'objectif derrière, oui, évidemment, tu peux passer pour quelqu'un de vénal, mais c'est une mauvaise compréhension de la personne, pour moi. Après, moi, je dis toujours, en fait, les gens, tu sais, qui jugent trop, qui critiquent trop n'importe quoi, hein, que ce soit dans le sport, dans la politique, dans le cinéma ou là sur YouTube, j'ai toujours envie de dire, tu sais quoi, crée ta chaîne, crée ton propre contenu, mets-toi là, mais regarde, mets-toi à nu, face cam, regarde les gens et discute pendant 15-20 minutes d'un film. Au lieu de dire juste c'est bien ou c'est mauvais. Parce que c'est facile finalement de se mettre derrière un pseudo et de cracher sur les gens et de dire, regarde, l'autre, il n'a pas de cheveux, l'autre, il est trop gros, l'autre, il est con, l'autre, il ne sait pas de quoi il parle. Fais ton contenu à toi et finalement, après, si tu as raison, tu vas gagner de l'argent aussi. Hein. Mais tu prêches un converti. Ouais, 1000 fois d'accord. 1000 fois d'accord. Ouais. Dis-moi, du coup, que penses-tu d'ailleurs du côté un peu plus sombre des réseaux sociaux en général
et finalement des petits dramas que l'on retrouve fréquemment dans le YouTube Ciné Game. Et est-ce que toi-même, tu as déjà été touché par ça de près ou de loin? Oui, ben écoute, voilà, sans langue de bois, on est tous au courant de ce qui se passe avec Megamax, par exemple. Moi, Megamax, qui est mon parrain, que j'aime énormément et à qui je voue une reconnaissance immodérée. J'en fais des caisses, mais je l'aime énormément. Tu as Et participé à beaucoup voilà. de lives sur sa chaîne, c'est ça? Oui, j'en ai fait pas mal, oui, de manière régulière, un live toutes les 3 semaines pendant un an. Ah ouais, d'accord. Et, et moi, ce qui m'embête, c'est que là, il s'est disputé récemment. Je cite pas les noms des personnes avec qui il se dispute, mais avec des copains. Vraiment. Donc là, je me retrouve Justement, à dire. alors attends, justement, parce que là, je t'ai sous la main, et voilà. On va pas faire de drama là en direct non plus, on va Pas pas du faire tout. ça. Mais non, mais moi qui ne connais rien de l'histoire, je connais Megamax comme je connais d'autres personnes que j'ai reçues sur cette chaîne. Euh, Moi, je pensais qu'ils étaient amis, et j'ai vu des gens en fait qui participaient énormément à ces lives, Ouais. finalement qui lui tournent un peu le dos maintenant. Oui, après, si tu vraiment Megamax a fait un live où il en parlait, et moi, j'avoue que je l'ai pas regardé. Parce que je veux pas être influencé et même si moi les on-dit, ça reste des on-dit. Moi, le seul truc, c'est que ce sont des copains. Donc moi, ce sont des gens que j'aime aussi. Donc moi, je ne ferai jamais de choix. C'est-à-dire que je ne vais jamais refuser d'aller chez un pote qui s'est disputé avec Megamax parce que voilà, il s'est disputé avec Megamax et tout ça. Mais Après, inversement, mais l'inverse c'est vrai aussi. J'irai toujours quand Megamax va revenir, parce qu'il va revenir, j'irai encore chez lui. Hein. Et ça, si ça plaît ou ça plaît pas, je n'en ai rien à cirer. Je perdrai peut-être des amis. mais, Hein. mais finalement, toi, est-ce que, vu que tu étais proche de lui, proche des Je le autres, suis toujours. et que tu as participé à de nombreux lives, est-ce que tu peux dire d'où vient le principal problème avec Megamax? Qu'est-ce qui lui reproché finalement? Non, je suis pas vraiment au courant de ça, si ce n'est qu'il y avait eu un souci, je crois, un souci avec un concours, un truc comme ça. D'accord. Mais en tout cas, je sais que Megamax, ça a été loin cette histoire, donc je peux pas être plus précis que ça, mais je vous invite à aller voir le live de Megamax où il en parle pendant 3-4 heures, Ouais. vraiment. Je l'ai pas vu non plus, non, je l'ai pas vu non plus. Mais moi non plus. Et je t'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. On va pas se Moi non mentir. plus, ça m'intéresse pas du tout. En fait, je suis là pour parler cinéma, pas pour me prendre la tête avec des gens. Voilà. Bon, dis-moi, c'est vrai que les cinémas, en fait, il ne connaît pas vraiment une période faste depuis plusieurs années, hein, notamment avec la multiplication et l'avènement des plateformes du streaming, hein, et la pandémie qu'on a connue, bien sûr. Alors, même si l'année 2003, elle reste meilleure en termes d'entrée en France et en Belgique, certainement aussi. Comment Oui. est-ce que toi, tu vois le futur des salles de cinéma? Et est-ce que tu es quelqu'un qui va souvent voir des films en salle ou pas? Alors, par manque de temps, maintenant pas, mais ça a été le cas pendant longtemps, oui, jusqu'à il y a 2 ans maintenant, puisque je suis papa depuis bientôt 2 ans. Et c'est vrai que tu sais ce que c'est, hein, la fatigue, le boulot, la famille, fait que j'ai moins de temps. Mais par contre, quand je vais au cinéma, je choisis plus mon film. C'est-à-dire que comme je sais que maintenant j'ai moins le temps d'y aller, j'y vais pour un film qui me plaise ou qui me plaise pas au final, hein, mais un film qui en vaille la peine d'être vu en salle. C'est-à-dire que moi, pour te dire, hein, mon dernier film en salle, c'est Babylone. Hein. Ouais. Donc c'était le mois de janvier. En, Et, en janvier. et auparavant, c'était Elvis. Alors Elvis, j'ai adoré. Babylone, j'ai détesté. Ah non, c'était Bullet Train, pardon. Bah, c'était Brad Pitt les deux. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est sûr, pour moi, ça vaut la peine d'y aller. Et bon, donc voilà, même si j'ai pas aimé Babylone, je suis heureux de l'avoir vu en salle. Je pense que l'avoir vu en 4K dans mon salon aurait été différent. Mais tu sais, c'est bête, je peux pas quitter la cam, mais j'ai mon bouquin juste là. En fait, ça fait dans l'histoire du cinéma, on a dit que le cinéma, c'est la 7e fois qu'on dit que le cinéma est mort. Et le cinéma renaît toujours de ses cendres. En fait, le cinéma s'adapte. Donc, en fait, il ne rejette pas ce qui vient en face. Il prend le meilleur et il grandit avec.
Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on a dit au moment du parlant que le cinéma allait mourir, au moment de la couleur, quand la télévision est arrivée dans les foyers, quand le cinéma asiatique a commencé à prendre de l'ampleur, figure-toi, ça je l'ai appris dans mon bouquin. On a dit aussi que c'était la mort du cinéma. On voulait surtout dire la mort du cinéma américain, mais bon, ça pour moi, c'est… Hollywood, Mais ça fait partie. Et donc aujourd'hui, on dit que le cinéma est mort parce que les plateformes arrivent. Moi, je pense que on va trier les films qui vont aller en salle et on va trier les films. En fait, pour moi, les plateformes, c'est la nouvelle forme de DTV. Mais tu sais, ça existe depuis même l'époque de la VHS. Hein. Moi, j'avais des films dans le vidéoclub de mon pote, je le voyais, des films qui sortaient directement en VHS et qui ne passaient pas par la case cinéma. Moi, le film que j'ai en tête, c'est un John Woo, par exemple, Black Jack avec Dolph Lundgren. C'est pas passé en salle parce que les distributeurs se sont dit ouais, ok, c'est un John Woo, mais bon, Dolph Lundgren, ça craint un peu, il remplit pas les salles. C'est un film de 99. On va le mettre directement en vidéo. Van Damme a eu sa période directement en VHS avec The Order, nous en Belgique, ça avait déjà commencé avec Répliquant. Donc vous avez une sortie en salle, il a fait 3 salles, mais nous Répliquant, on l'a eu tout de suite en VHS. Voilà, en fait les plateformes, c'est la nouvelle forme de DTV et c'est pas mieux, hein, c'est pas mieux, c'est pas pire. Je trouve que les gens vont plus voir un film sur Netflix que de regarder un film en DTV. Hein. Donc, Fubar, on a beau penser ce qu'on veut, mais ça cartonne. Ça marche. Et pourtant, c'est pourri. Donc, je pense que… et Schwarzenegger… C'est très moyen. C'est très moyen, mais Schwarzenegger a dit oui, c'est moyen, et je le reconnais, mais ça me permet de faire travailler toute une équipe autour de gens qui ne sont pas connus grâce à Netflix. Et en fait, on retient beaucoup les personnages, en tout cas moi, je retiens beaucoup les personnages autour de lui. Sa fille, sa fille, mais moi j'aime beaucoup le personnage, je retiens pas les noms des persos, moi, c'est un souci que j'ai. Le blond, beau gosse. Je vois pas le nom non plus, non. Il est super drôle, lui. Lui, je l'aime bien, tu vois, même si j'aime pas la série, mais lui, je l'aime bien. J'aime bien les personnages secondaires qui gravitent autour de lui, en fait. Et donc, mais c'était son objectif. Hein. C'était, voilà, moi, je suis à un stade où j'ai plus trop rien à prouver. Donc, voilà, son objectif, c'est de faire connaître. Et en plus, il est malin parce qu'il a fait une pub, là, pour Netflix. Je le soupçonne d'avoir des parts de production réelles dans Netflix. Je le soupçonne. Parce que c'est un businessman, il ne faut pas l'oublier. S'il fait de la merde à ce point-là, c'est qu'il y a un objectif derrière. Disons qu'en fait, ce que moi, je lui reproche un peu, c'est… Je ne veux pas dire que c'est de la merde, c'est un grand mot, parce que j'ai vu pire. Mais tu sais, ce que je réplique, c'est une comédie d'action, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, où je ne l'attendais pas. Parce que quand on a vu, moi, je suis fan de Stallone, peut-être comme toi, mais quand j'ai vu Tulsa King et quand je vois derrière Fubar, c'est pas la même chose, quoi. Non, après Fubar, ça a été surtout très mal vendu. Ça a été vendu comme un True Lies 2. Non, les gars, non, vraiment pas. Tandis que Tulsa King a été bien vendu, je trouve. Ils n'ont pas exagéré la promo. Moi, Tulsa King, je trouve ça aussi moyen. Hein. Moi, j'avoue, hein, c'est pas du tout une série que… je me suis arrêté à l'épisode 7. Non, mais la performance d'acteur de Sly, elle est meilleure. Oui, ça oui. Il en fait des caisses, mais ouais. Il en fait des caisses, mais ça se prend au sérieux, ça lui va bien. Enfin, je veux dire, le scénario, je trouve qu'il est correct, tu vois, c'est quand même… c'est pas mal. Il faut regarder cette série comme un Stallone plus que comme un Sheridan, quoi. Parce que moi, je la cherche encore, la patte de Sheridan dans Tulsa King. Je la cherche encore. Moi, dis-moi, c'est vrai, que penses-tu du cinéma actuel? Mais voilà, le cinéma d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Alors, 2 fois sur 3, je me fais… C'est-à-dire que moi, je déteste, pour ne citer je déteste les Marvel. Hein. Je ne supporte pas ça. Et je déteste les repompes qu'on a connues aujourd'hui, où on essaye de faire du neuf avec du vieux. Hein. Je parle en série télé, Willow, tout ça. J'ai horreur de ça. Donc, il y a 2 fois sur 3, je me fais mais la fois sur 3 où je me fais assez pas mal, je me dis c'est très très bien. Donc en fait, moi je fonde quand même pas mal d'espoir
Mais en plus, moi, ça coïncide avec mon parallèle privé, professionnel, qui est que je fonde beaucoup d'espoir aussi pour moi. C'est-à-dire que je me dis, si je fais plus de cinéma, ben, au moins, je vais pouvoir peut-être faire une série sur une plateforme. Moi, j'ai 2 amis qui bossent sur Netflix. Voilà, il y a une filiale belge qui a signé pour qu'il y ait des séries belges produites sur Netflix. Je trouve que pour les comédiens, c'est très très bien que ça Ouais, existe. ça fait plus de travail, Ouais, forcément. ça fait plus de boulot aussi pour les machinaux, pour tout ça, pour les techniciens, Ouais, c'est vraiment très bien. les plateformes, au moins, l'avantage, c'est qu'il y a plus de travail. Voilà. La Donc pour ça, multiplication de plateformes, ça fait plus d'emplois. oui, ça fait beaucoup Encore, plus c'est pas ce que- d'emplois. Après, il faut choisir ce que tu regardes, beaucoup plus qu'avant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai ce truc de pas perdre mon temps. C'est pour ça qu'il y a plein de séries que plein de youtubeurs ont regardées en critiquant mal. Et je me disais, mais en fait, si je les regarde, je vais perdre mon temps. Lord of Rings, j'ai jamais vu un seul épisode. Un film, si je sais par avance qu'il va être nul, je vais pas vraiment le regarder. Surtout que les films de maintenant, ils font quasiment 2h45. Je vais pas perdre 3 heures de mon temps à ça. Mm. Donc, moi je balaye beaucoup, je trie beaucoup. Mais par contre, oui, je peux très bien m'asseoir 3 heures devant Babylone, même si j'ai pas aimé, j'aurais pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Le cinéma d'aujourd'hui, si on trie bien, il est très très bien pour moi. Justement, il y a deux parties dans le cinéma d'aujourd'hui, parce que ma Oui, question, en fait, elle est globale. Que penses-tu du cinéma d'aujourd'hui? Il y a le cinéma, les blockbusters, les gros blockbusters, qui, moi, personnellement, je trouve, sont moins bons qu'avant. Et oui, ensuite, bien sûr. il y a le cinéma d'auteur, les petites pépites, hein, même du cinéma français, finalement, qu'on rejette souvent, qu'on critique, mais finalement, il y a des bons petits films qui passent, tu vois, un peu moins. Comme par exemple Bah l'année ouais, dernière, je ne sais pas si tu as vu La Nuit du 12, tu vois. oui, Ce bah sont des films qui sont bons quand même. Mais c'est oui, sûr, c'est pas puis la grande comédie populaire. La Nuit du 12, c'est autant belge que français. Oui, on est d'accord, hein. Non, mais Et voilà, c'est très, très bon, c'est très, très bon. Bouli, avec qui j'ai aussi d'ailleurs À travailler travaillé, avec lui. oui, c'est très très bon aussi. Ouais, ouais, C'est super oui, qu'il a gagné un César là, pour ça, hein, d'ailleurs. un César, chez nous, il a gagné l'équivalent en Belgique, il a gagné le Magritte. Ah ouais. Et donc, oui, c'est bien que maintenant aussi, les grands pontes, les grandes portes, les grands producteurs s'intéressent au cinéma d'auteur. Ça, c'est bien. Robert Redford l'avait fait en son temps avec Sundance, mais ça se faisait pas encore assez, je trouvais. Donc maintenant, on met des ronds dans le cinéma d'auteur parce qu'on préfère mettre des ronds dans le cinéma d'auteur que de mettre des ronds dans le prochain Marvel. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Mais est-ce que tu penses que la situation actuelle, elle vient des spectateurs, de ce que les gens regardent, donc en fait, on mérite ce qu'on regarde, tu vois? Ou est-ce que tu Mhm. penses que c'est justement les producteurs qui ne prennent plus de risques, qui mettent plus d'argent pour mettre des choses plus originales en place? Puisque finalement, on fait que des préquels, des remakes, des suites, et on se base systématiquement en fait sur le cinéma des années 70, 80, 90. Ah, après, on mérite ce qu'on regarde, oui, mais en fait, le public regarde ce qu'on lui met sous les yeux. C'est-à-dire que on n'a pas demandé, nous, d'avoir des plateformes Oui, en tant que spectateur. mais par exemple, je parle parce que bon, c'est pas grave si je me fais des ennemis, mais moi, je suis pas très fan. Moi, je suis pas très fan de films de super-héros. Je n'ai jamais Non, été, non. mis à Mm. part peut-être les premiers Superman ou bien les Batman de Tim Burton ou la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Je suis pas très client. Alors, je préfère un peu DC que Marvel, mais je suis pas très fan. Moi, Ouais, moi, c'est je vais exactement pas voir pareil. ces films au cinéma, moi. Mais finalement, les jeunes, ils y vont quand même en masse. Oui, mais encore une fois, parce qu'on leur propose ça alors après, les gens regardent ce qu'on leur propose, mais après, si ce sont leurs retours qui vont aussi faire en sorte que, c'est-à-dire que Ça continue. parce qu'on a adoré la trilogie de Sam Raimi, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir reproduire la recette jusqu'à épuisement. Donc Mm. oui, en Ah, là, fait, on est à l'épuisement, là, hein. Là, on est à l'épuisement, hein, parce que ah ouais, totalement. Les producteurs proposent, mais nous disposons. Et ensuite, ils prolongent en fonction de ce qu'on aura donné comme retour. Donc oui, c'est un peu de notre faute, oui, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire qu'à la base, on n'a pas demandé de dire on aimait la trilogie de Sam Raimi, on aurait très bien pu se passer de tous les Ant-Man, du multivers,
On aurait pu s'en passer. En tout cas, je me souviens pas, moi, m'être dit à un moment gamin, j'aurais aimé voir Captain America avec Avengers, avec ci, avec ça. Non. Juste que moi, j'aurais kiffé, gamin, et merci à Tarantino d'avoir réalisé mon souhait. Enfin, ado, j'ai toujours rêvé de voir Leonardo DiCaprio jouer avec Brad Pitt. Donc, merci Quentin. Merci Quentin. En plus, c'est un film que j'adore. Donc là, il m'a hyper comblé. Mais sinon, j'ai jamais eu l'envie de moi de voir, jamais. Moi, la Justice League, elle m'a jamais fait rêver, quoi. Même dans son sens premier du terme. Les dessins animés m'ont jamais fait kiffer. Du coup, quel est ton genre de film favori? Moi, je regarde toujours un film en fonction de son histoire. Donc moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Mais de là à dire si c'est mon style de prédilection, moi j'adore, voilà, si. Moi j'adore les Rise and Fall. Donc moi j'adore peu importe le genre de cinéma. J'adore les personnages qui partent de rien et qui veulent réussir coûte que coûte. Scarface est un film que j'aime à l'infini. Celui de Brian De Palma, principalement. Tous les principes comme ça, je veux réussir. Ensuite, je réussis. Et puis, souvent, c'est la chute parce qu'on gère mal sa réussite. Moi, ça me pose question aussi. Donc, moi, c'est le Rise and Fall que je préfère au cinéma. Et même dans les navets. Hein. C'est-à-dire que moi, un de mes films de chevet, c'est Staying Alive, hein, de Sylvester Stallone avec John Travolta. Hein. Rise and Fall, le mec, il veut réussir à Broadway, il y va et il fait des bêtises, il devient même, on va dire, gigolo. Hein. Il séduit des femmes qui ont réussi dans la danse pour grimper, pour monter. Après, la morale, on la met là où on veut, mais moi, j'ai pas de morale quand je regarde ce genre de film. Au plus, il est crasse. Au plus, moi, j'adore la série Dallas parce que j'adore JR. Je le dis. C'est un personnage que j'adore. J'adore JR, je te jure. C'est le mec, il va tout tenter pour maintenir la famille. C'est ça, moi, qui m'a touché chez lui. C'est la famille avant tout. C'est la réussite, mais pour la famille tout le temps. Ça me parle à mort. Et Million Dollar Baby parle de ça aussi. Donc voilà, si je devais retenir un genre, c'est pas un genre de classification. C'est vraiment le mode, un personnage en mode Rise and Fall, le Loup de Wall Street. Voilà. Tout ce qui est Rise and Fall, ça me parle. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est le genre Rise and Fall. Ça devrait exister en tant que tel. Et quel est le film qui t'a le plus marqué ou ému dans ta vie? C'est l'incroyable histoire de Benjamin Button. C'est le seul film où, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ce film est fait pour moi. Il me parle. Il va parler à pas grand monde, et effectivement, il ne parle à pas grand monde. Mais moi, il me parle. Chaque plan me parle. Chaque choix que Benjamin Button fait, j'aurais fait le même pour la même raison. Et puis moi, j'adore. C'est un sujet qui me bouleverse dans la vie, mais le temps qui passe, c'est quelque chose. Qu'est-ce que je vais laisser? C'est une question qui me hante. Ouais, ça me hante vraiment. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Ça part de là. Jusqu'à qu'est-ce que je vais laisser quand je vais partir, qu'est-ce que vous allez dire de moi sur YouTube, par exemple? C'est ce jour-là, est-ce que vous ferez un live hommage? Non, mais voilà, c'est con, mais voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que mon enfant, qu'est-ce que j'aurais laissé pour mon enfant, pour ma femme, pour mes amis? Est-ce qu'on dira on s'est bien fondu la gueule? Est-ce qu'on dira? Et Benjamin Button dresse un portrait de questions, parce que Benjamin Button se pose énormément de questions au fur et à mesure qu'il évolue. Et je me pose à peu près les mêmes questions. Donc c'est ça que, tu sais, moi, cette scène où il est assis sur un banc et puis le matelot arrive et lui dit « Ouais, qui est-ce qui a besoin de travailler? Qui veut monter sur le bateau ?» Et puis il fait « Ah, moi. » Mais c'est juste pour voir ce que ça va lui procurer comme expérience. En fait, il bosse pas par besoin d'argent. Et ben moi, c'est pareil. Moi, j'ai toujours, toute ma vie, j'ai fait ça. C'est une opportunité se propose à moi. Oui, je vais la prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais la prendre. Megamax, ma rencontre avec Max, je l'ai entendu en live dire oui, voilà, on laisse une case ouverte à toute personne qui n'a pas de chaîne YouTube, qui n'a rien, pour venir parler. Je me suis présenté, Max m'a pris et voilà, j'ai ma chaîne. Parce que voilà, je ne me suis pas posé la question est-ce que je vais être bon, qu'est-ce que je vais dire, on va parler de quoi. Juste, je me suis lancé.
Et donc Benjamin Button, ça parle de ça, c'est se lancer et voir ce que la vie nous offre et jusqu'à ce que mort s'en suive en fait. Et moi, ça me parle ça. Donc Benjamin Button, c'est mon livre, oui, parce que j'ai d'abord découvert mon auteur préféré déjà a écrit Benjamin Button, c'est l'écrivain qui a aussi écrit Gatsby le Magnifique. C'est Fitzgerald. Hein. Et donc, voilà, mon film, si je devais prendre un Blu-ray dans mon cercueil, c'est Benjamin Button. Quoi. Et du coup, quel est le film qui t'a le plus horrifié? Alors, horrifié. Dans le sens que tu veux, Ouais, ouais. que ce soit un film d'horreur ou j'allais le dire. un film dramatique. C'est pas du tout un film d'horreur. Moi, je suis hypocondriaque, hein, il faut le savoir. Ah. Donc, il y a un film qui m'a fait peur, jusqu'à ce que j'en fasse des cauchemars, c'est Philadelphia. Ah. Et c'est un film que je ne peux plus revoir. C'est un film qui m'a. Est-ce que. Ouais. Non, pardon. C'est pas Philadelphia, c'est Philadelphia en 2. Est-ce que je peux revenir sur mon choix? Bien sûr. C'est pareil. Attends, on met le clap, on recommence. On recommence parce que, en fait, c'est le même thème. C'est sur le même thème, en fait. Moi, tout ce qui parle de sida, moi, ça me fout les jetons. C'est les Nuits Fauves de Cyril Collard. D'accord. Ce film m'a donné la nausée, m'a fait des cauchemars. Philadelphia aussi, mais j'ai eu un rapport de malaise où j'étais très mal. Donc, moi, il y a. Si on parle d'horreur, c'est L'Exorciste, hein, parce que Friedkin m'a bien foutu les jetons. Mais après, voilà, c'est oublié. Blair Witch aussi m'a fait peur. J'ai plus été pareil quand j'étais dans une forêt après. Mais c'est pas resté. Les Nuits Fauves, je me disais, mais qu'est-ce que ce film est dégueulasse. Pour moi, il est infâme. Quoi. Il me donne envie de vomir. Hein, il me fait peur. Donc voilà, moi, c'est Les Nuits Fauves de Cyril Collard. D'accord. Et du coup, maintenant, tu dois en choisir que un. Donc, s'il devait n'en rester qu'un ou une. Donc, déjà, on va commencer par un acteur. Un acteur, c'est Brad Pitt pour moi. Ah, forcément, ouais. Vu tout ce que tu m'as dit avant, forcément, c'était Brad Pitt. Oui. C'est pour l'intégrité. C'est l'acteur, en tout cas hollywoodien, mais c'est l'acteur le plus intègre que j'ai, dont j'ai pu observer le parcours, c'est Brad Pitt pour moi. D'accord. Et une actrice? Pardon de réfléchir. Ouais, non, mais tu peux. Écoute, moi, comme actrice, s'il devait en rester qu'une, s'il devait en rester qu'une, ça serait pour moi. Moi, j'aime bien l'intégrité. Hein, donc, en termes d'intégrité, j'irais du côté de Meryl Streep. Ouais, c'est Meryl Streep. Ouais. Ouais. Alors que je ne suis pas du tout porté sur le cinéma américain spécialement. C'est marrant, je ne te cite que des Américains. Ouais, après, c'est le cinéma le plus populaire, le plus connu quand même. Hein. Mais ouais. Un réalisateur? Alors, figure-toi que c'est forcément Eastwood, mais j'hésite beaucoup avec Kurosawa. Mais c'est Eastwood. Ouais, Eastwood. Quand même, ouais. Et du coup, un film? Un film? Ouais, un film. Je vais me répéter. C'est l'incroyable histoire de Benjamin. Ouais, vraiment. Je le regarde une fois par an, facile. Ouais, quand même. Et s'il devait rester qu'une seule saga? Rocky. Rocky, hein. Même si je n'aime pas la tournure que ça prend, mais Rocky m'a fait beaucoup de bien à une époque aussi. Mais ouais, d'ailleurs, vite fait, tu penses quoi donc du coup de Creed? Écoute, moi c'est la même chose. En fait, moi, ce que j'ai toujours aimé dans les 5 premiers Rocky, c'est ce gars qui se bat pour atteindre ses objectifs, et surtout pour combattre ses démons finalement. Hein. Rocky a énormément de démons. Et depuis le 6e Rocky, je regarde la déchéance de Rocky. Ça a commencé avec Rocky Balboa que je trouve très bon. Hein. Non, c'était nécessaire. Bon aussi. Oui, bien sûr. Je trouve que c'était une bonne fin en fait quand même. Oui, c'est ça. Mais en regardant Creed, je me suis dit,
tout ça pour ça, en fait. En fait, il a une vie de merde, Rocky. En fait, quand tu regardes la flamboyance de Rocky, c'est Rocky 1, 2, 3, 4, ça commence à décliner parce qu'il perd son meilleur ami, il commence à douter. Le 5, il a ses problèmes de santé et sa faillite. Le 6, il perd sa femme. Et je me dis, rétrospectivement, je me dis, en fait, il s'est battu pour ça. Pour avoir un cancer au final dans Creed et pour être oublié dans Creed 3. C'est pour ça qu'il s'est battu, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Mais donc, je vais quand même garder. Après, on est d'accord, ça reste une saga un peu dramatique quand même. Pour moi, c'est un drame. Hein. Pour moi, Rocky, c'est un drame. Hein. Dès le premier, en fait, qui est un chef-d'œuvre, le premier. Donc, le chef-d'œuvre, pour moi, c'est un film du nouvel Hollywood. Hein. Et c'est quand même là, en fait, où on voit que Stallone, c'est vraiment un très bon acteur. Oui, bien sûr, il est très bon. Non, mais parce que pour le grand public, souvent, il a été, tu sais, catalogué. Mais il a fait des mauvais choix, c'est ça le problème. Rambo et tout, tu vois, il a fait des choix des fois un peu bizarres. Donc, et quand on compare, parce que moi, je vais t'avouer que je suis né en 80, donc j'ai 43 ans. Quand j'ai découvert Rocky et que j'ai découvert Rambo, quand j'étais enfant, je me suis dit, ah merde, c'est le même. Exactement, moi c'est pareil. Ah, mais sérieux, j'ai eu un blocage, je me suis dit, vraiment, c'est le même gars. Quand t'es enfant comme ça, j'ai pas compris. Ouais, pareil que toi. Moi, je me suis dit la même chose et j'ai eu ça avec Al Pacino aussi. En me disant, purée, Michael Corleone, c'est Tony Montana. Ouais. Purée. Et puis après, c'est Vincent Hanna dans Hit. Waouh. Ah, c'est Panic à Needle Park aussi. Ah, c'est l'épouvante. Mais oui, effectivement, je me suis dit, c'est le même gars. Et Stallone a un jour dit, je la garde en tête parce que je trouve cette anecdote géniale. Il fait je suis autant l'un que l'autre, c'est-à-dire que Rambo, c'est moi quand j'ai pas encore pris mon café, et Rocky, c'est moi une fois que je l'ai pris. Sympa, ouais. Ouais, mais c'est clair. Ouais, c'est génial. Mais oui, effectivement. Donc Rocky, tu gardes Rocky. Rocky, c'est mon chef-d'œuvre, ouais. Et en 2, ben voilà, je vais pas t'emmener sur le terrain. En 2, c'est James Bond. Hein. James Bond. Ah non, on va garder que Rocky. Hein. On va garder que Rocky, ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On parlera de James Bond plus tard. Je fais toujours, lors des entretiens, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci de suivre, d'avoir suivi ou de suivre cet entretien. J'allais dire cette vidéo, mais non, cet entretien. J'ai voulu être le plus ouvert possible, donc le moins tabou possible. J'espère que les retours seront bons. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne de mon pote Steve. Et le mot de la fin pour moi sera: le meilleur reste toujours à venir. En tout cas, c'est mon credo. Et j'espère qu'elle vous parlera un maximum. Et quoi que vous fassiez, faites-le toujours avec passion. Merci beaucoup pour cet entretien. Je te remercie, Cédric, d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à cet entretien. Merci à toi, c'était magnifique. Super. Et je vous dis à très vite sur la Caverne du Ciné pour une nouvelle vidéo, un nouvel entretien. À bientôt. Allez, bye tout le monde. À bientôt les amis. Salut. Bye bye. Ciao.